Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous revoir pour un nouvel épisode de Parlons Mieux parce qu'aujourd'hui je reçois Rosalie, une love coach. On parle de style d'attachement anxieux, on parle de ses anciennes relations, de relations à distance, de connaître sa valeur. Regardez cet épisode, j'ai juste hâte d'avoir vos retours. Coucou Rosalie. Coucou Catherine. Comment tu vas? Très bien, merci beaucoup et toi? Bah moi ça va au top. Écoute Rosalie, j'aimerais bien que tu te présentes, mais sans catégorisation, c'est-à-dire sans métier, sans passion, sans statut social, sans rien. J'aimerais avoir ton essence en tant que qui est Rosalie. Ok, donc je m'appelle Rosalie, j'ai 27 ans. Je viens du sud de la France, je viens d'Avignon. J'ai des parents super et j'ai un frère et une sœur aussi extraordinaires. Ok. J'ai une famille extrêmement soudée, donc j'ai beaucoup de chance. Et je pense que la confiance que j'ai en la vie vient de cette famille qui m'a portée pendant toute mon enfance. Ok. Voilà. Rosalie, quel est le métier que tu fais aujourd'hui? Je suis coach en relations amoureuses. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'aide les personnes qui sont dans une difficulté à se remettre dans une disposition amoureuse. Ça peut être des célibataires qui recherchent l'amour, mais c'est aussi des couples qui ont des difficultés dans leur couple, dans leur communication. Et ça va être de leur donner des clés essentielles qui nous manquent et que personne ne nous apprend sur l'amour, être plus intelligent sur le côté émotionnel aussi. Ça va être ça en fait. Voilà, c'est ça mon job, c'est d'aider les gens sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou qui t'a poussé à le faire? En fait, j'ai pas toujours voulu faire ça. J'ai fait de la communication pendant 5 ans, mais j'étais pas très heureuse dans ce domaine-là. Et puis, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie, c'était d'écouter les gens déjà et de les aider. Déjà, ça pour moi, c'était nécessaire, c'était essentiel. Je me disais, je ne veux pas faire 30 ans un métier et ne pas aider les autres. Donc déjà, je voulais partir sur ça. Et en fait, l'amour m'a toujours énormément fait grandir sur le plan personnel aussi. Et j'ai surtout compris, en étant amoureuse plusieurs fois, que ça me portait énormément, mais que j'avais aussi envie de comprendre plein de choses. Voilà, donc du coup, quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé de prendre la voie du coaching. Personne ne connaissait dans ma famille. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que ça va être ça? Enfin, c'est un Et peu... comment tu as découvert cette option? Assez par hasard en fait, c'est que je regardais l'émission Ça commence aujourd'hui Ok. avec Faustine Bollard et Florence Escaravage, du coup, qui passaient une fois par mois pour parler d'amour. Et en fait, je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Je veux être sur un plateau et je veux écouter les gens parler d'amour et essayer de comprendre, d'analyser, de leur donner des clés. Et bon, j'avais 24 ans, donc je me disais, ce sera peut-être pas moi sur le plateau, mais par contre, je vais essayer de me former. Et voilà, donc j'ai contacté Florence Escaravage et j'ai été formée par elle pendant 1 an. Comment est-ce que tu définirais tes anciennes relations amoureuses et jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu dirais qu'il y a un pattern qui s'est répété? Est-ce qu'elles étaient plus chaotiques, saines, toxiques? Comment est-ce qu'elles étaient? Sur le plan personnel, du coup. Oui, sur le plan personnel. Quand j'étais très jeune, voilà, j'ai eu une relation où c'était pas forcément très mature parce que j'avais 16-17 ans, donc forcément on apprend. Mais après j'ai eu de la chance, je dirais. Je suis tombée sur quelqu'un de très très bien et où j'ai eu vraiment une très longue relation pendant toute ma vingtaine. Et voilà, qui m'a aussi portée, qui m'a permis de comprendre que l'amour, ça pouvait transformer l'être, ça pouvait apaiser, ça pouvait faire grandir, et ça fait grandir. Après, il faut choisir les bonnes personnes, il faut aussi être suffisamment mature pour comprendre l'autre, être suffisamment empathique, et ça, c'est le travail d'une vie, hein. C'est hyper compliqué. J'ai beau être coach, je fais aussi pas mal d'erreurs, et j'essaye même de m'auto-conseiller, mais voilà, c'est que ça reste quand même pas toujours facile. Et voilà, et maintenant je suis avec quelqu'un et je suis très heureuse et voilà, je sens que c'est aussi le travail de toutes ces années justement où j'ai accompagné mes clients. C'est un mélange d'accompagnement, mais aussi de comprendre ses erreurs et de mûrir pour
recevoir Oui, ce qu'on parce que mérite. finalement, quand t'aides les autres, tu t'aides toi-même aussi, parce qu'en Complètement. fait, tu t'entends donner des conseils, et C'est donc ça. tu dis, bon, je vais peut-être les appliquer aussi. Mais en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Mais alors, mes clients ne le savent pas forcément, mais déjà, on ne vient pas me voir par hasard. Il y a forcément quelque chose qui nous lie. Ça va être soit par rapport à leur passé, soit par rapport à leur famille, des similitudes en termes de névrose. De toute façon, on est tous connectés, donc voilà. Mais ce que je leur donne comme conseil, évidemment, que c'est soit ce que j'ai déjà compris moi, soit ce que je suis en train de comprendre. Donc c'est génial, franchement c'est génial. Puis c'est jamais pareil, même si on a des névroses similaires, toutes les histoires sont différentes. Et moi je suis à chaque fois épatée par mes clients, par leur vulnérabilité, par leur manière de me raconter leur histoire, de comment ils se confient à moi. Je trouve que c'est trop beau, quoi. Donc ça me fait grandir. Et parfois j'ai les larmes aux yeux, j'essaie de me contenir parce que je me dis, mais là ce qu'il me dit, c'est ce que j'ai compris il y a 2 ans et je suis tellement heureuse de lui donner là, cet apprentissage. Oui, parce que finalement, être une love coach, c'est aussi être une psy. Parce qu'il se Oui. livre à toi, il te parle de ses traumas d'enfance, du schéma parental, etc. Donc ça doit être comment est-ce que... Parce que j'imagine que tu as beaucoup d'empathie aussi, si tu as les larmes aux yeux et que tu les écoutes, tu as beaucoup d'empathie. Est-ce que tu te laisses affecter ou tu arrives quand même à avoir un certain recul? Alors ça c'est une question qu'on me pose régulièrement, enfin surtout mes copines. Ok. Et en fait... je suis extrêmement empathique parce qu'en fait, dans ce métier, on n'a pas le choix. Moi, on m'a déjà contacté voilà, sur Instagram des personnes qui veulent se former au métier du coaching en relation amoureuse. Je ne pense pas qu'il faille forcément des connaissances énormes et hyper poussées sur le coaching. En revanche, sur le plan humain, il faut en effet être hyper empathique, être à l'écoute et ne évidemment pas trop se voir à travers l'autre, même s'il y a des similitudes. Et donc l'empathie, c'est essentiel. C'est vraiment... En fait, il faut aimer chaque client. Même si parfois, moi, j'ai des histoires, évidemment. Ça va dans tous les sens. On parle d'infidélité, mais en fait, on est tous imparfaits. Donc moi, la première. Donc je ne peux pas me permettre de mettre un jugement sur quelqu'un. Et par contre, j'arrive vachement à prendre du recul. Mais ça, je pense que c'est aussi... la maturité ou l'expérience, voilà, peut-être aussi d'avoir fait des études avant, j'ai pas commencé directement par le coaching, donc voilà, après ma mère est psychanalyste, donc je pense aussi qu'il y a un recul aussi sur la vie, voilà, donc non, pour le coup, une fois que j'ai terminé ma séance, je vais pas forcément être triste pour la personne, je vais faire le bilan, je vais analyser, je vais rester très professionnelle dans ma posture de coach, mais je vais pas forcément être malheureuse pour leur histoire. Oui. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que tu arrives vraiment à ne pas porter un jugement sur un client qui, par exemple, va dire j'ai trompé ma femme, mon homme, ou alors j'ai battu ma femme, ou des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà eu ces cas-là d'ailleurs? Pas de violence physique, il me semble. Je crois que les gens ont un peu honte aussi. Mais par contre, d'infidélité, oui, j'en ai. Et non, j'arrive vraiment à me dire qu'on est tous, on fait tous comme on peut. Voilà. Et justement, plus je fais ce métier, plus je me rends compte que le monde dans lequel on vit est pas facile, qu'on est tous imparfaits, qu'on a tous nos traumas et qu'on essaye tous de dealer avec ça. Donc non, pas de jugement, vraiment pas du tout. Et dans les cas d'infidélité, est-ce que tu as trouvé une cause commune à ce qui aurait pu engendrer l'infidélité? Alors, là, c'est par rapport surtout à ce que j'ai appris en coaching, parce que je me réfère toujours évidemment à ce que Florence nous a inculqué, mais en fait, évidemment qu'il y a plein de causes à l'infidélité. On ne peut pas dire c'est la faute de telle personne ou il s'est passé ça. En revanche, il y a quelque chose qui revient de manière assez régulière, c'est que quand on est infidèle, c'est qu'on est allé chercher du lien ailleurs, vers quelqu'un d'autre. Et donc, ça veut dire que peut-être, attention, pas de généralité, mais peut-être dans le couple que la personne avait, il manquait un lien, il manquait peut-être quelque chose. Donc, la connexion émotionnelle, c'est un peu la base de toute ma formation, de tout l'apprentissage que j'ai pu avoir. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes clients, c'est-à-dire se connecter à l'autre sur le plan émotionnel, parler de soi avec authenticité, justesse, parler de ses valeurs, de ses projets, de ses ambitions, de ses failles, de sa vulnérabilité, une fois par semaine avec son partenaire pour vraiment connecter et ne pas être dans une conversation comme du small talk. Voilà. Donc quand on connecte avec l'autre, sur le plan émotionnel, on n'a pas forcément, mais attention, voilà, forcément envie d'aller voir ailleurs. Alors après, il y en a qui ont un besoin
de se prouver des choses. Il y en a qui ne sont pas mûrs sur le plan émotionnel, qui manquent de maturité, donc ils ont envie de se prouver plein de choses. Mais voilà, là, vraiment, ce qui revient régulièrement, c'est quand même des personnes qui ont du mal à se connecter avec leur partenaire, même après des années, même après 10 ans. Et donc, ils vont aller chercher chez quelqu'un d'autre ce lien, une écoute attentive. Et donc, pour toi, pour prévenir l'infidélité, ce serait donc la communication? Ce serait de la communication, ce serait en fait toujours aller capter l'autre dans sa justesse. Alors oui, parfois on passe des mauvaises journées, on n'a pas forcément envie de s'épancher sur l'autre, on a envie d'être tranquille chez soi. Voilà, on n'est pas des robots. Par contre, c'est nécessaire une fois par semaine ou assez régulièrement d'aller demander à l'autre comment il va, d'aller se faire des petits dates. C'est pas forcément des restaurants, mais ça peut être une petite balade. Comment toi tu vas en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, est-ce que ton boulot se passe bien, là je t'ai senti un peu tendue, est-ce que tu veux qu'on en parle? Voilà, c'est ce qu'on peut faire peut-être un peu plus naturellement quand on est plus jeune, et c'est ce qui se perd un peu quand on est avec une personne depuis plusieurs années. On reviendra sur ça parce que ça m'intéresse énormément. Tu me parlais tout à l'heure de ta famille et que tu as l'air d'avoir un lien très fort avec ta famille. Est-ce que tes parents sont mariés aujourd'hui? Oui. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'ils ont mis en place ta vision de l'amour que tu as aujourd'hui, ou en tout cas que tu avais avant? Je pense. De toute façon, inconsciemment, on baigne de toute façon dans un milieu familial, social, et puis après, même si on essaye de s'en détacher, on a toujours des empreintes en nous. Donc oui, évidemment, mes parents ne sont pas parfaits. Dans leur couple, je vois des choses qui parfois me heurtent. Mais bon, après, moi, je dis rien. Je veux dire, ça reste un couple qui essaye de faire, ils essayent de faire comme ils peuvent. Mais évidemment que leur mariage, les épreuves qu'ils ont traversées, la manière dont ils communiquent ensemble, m'inspire quand même. Même s'ils sont pas parfaits, que ma mère n'est pas de la même génération que moi, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même vision sur l'amour, la sexualité, la femme, l'indépendance, le travail, mais je trouve quand même qu'ils ont énormément mûri déjà, ce qui est assez bien. Enfin, je trouve que ils ont 60 ans, mais je les trouve hyper jeunes dans leur tête, hyper ouverts. Ils ont été très très ouverts à mon métier. Ils sont très fiers de ce que je fais, même si eux ils font des métiers beaucoup plus classiques. Mais ils me disent, tant que tu es heureuse, c'est le plus important, quoi. Donc oui, bien sûr que leur amour m'a permis aussi d'aimer l'amour. C'est plus facile. Jusqu'à quel point tu penses que nos parents, ils influencent notre vision de l'amour? Franchement, ça nous influence en permanence. Justement, moi, je le vois d'autant plus grâce à mes clients, quand je comprends qu'en fait, certaines personnes n'ont pas eu la chance d'avoir soit des parents aimants, soit un couple un peu solide. Je vois bien que leur vision et leurs croyances sur l'amour sont complètement erronées, quoi. Ils ont des mauvaises croyances et donc forcément ça joue en fait sur la vie affective. Alors après, grâce à la thérapie, heureusement, ou grâce à des coachings, grâce à des personnes qui peuvent vraiment les accompagner, leur montrer qu'il y a autre chose, on peut sortir de ces schémas, heureusement. À 100%, ou il y aura toujours des traces à l'intérieur de nous Moi, je pense qu'on peut... Alors, on n'a pas tous les ressources nécessaires pour ça, mais avec un travail, avec un bon thérapeute, un bon coach, avec un entourage rassurant, je pense, avec des bons conseils, on peut y arriver. Et un partenaire aussi sain, fidèle, qui souhaite s'engager, il y a des chances pour qu'on puisse s'en sortir. Ouais, j'y crois. Selon toi, quelle est la chose principale qu'on devrait savoir sur les relations amoureuses? Ah, c'est une bonne question, on ne l'a jamais posée. Une chose qu'on devrait savoir sur les relations amoureuses? Qu'on est tous imparfaits. Franchement, je m'en rends compte, plus on me raconte des histoires d'amour, plus on me dit... on me raconte en fait, l'autre est le miroir de nous-mêmes. On ne le choisit pas par hasard. Donc en fait, cette personne en face de nous, elle nous fait travailler sur nous-mêmes. Donc soit on choisit cette belle voie de transformation qui n'est pas facile tous les jours parce que l'autre nous renvoie sans cesse à nos traumas, nos névroses, notre manière de fonctionner. Soit on décide de quitter le navire, mais ça du coup, après ça se répète et on n'arrive jamais véritablement à s'engager. Est-ce que l'autre est notre reflet ou est-ce que c'est le reflet de notre passé et de notre enfance justement, de ce qui s'est passé? Je crois que l'autre nous renvoie sans cesse à ce qu'on n'a pas réglé. Donc dans le passé et même dans le présent, si on l'a choisi, de toute façon, c'est déjà que cette personne, elle a des clés pour nous aider. De toute façon, le lien amoureux permet de transformer
Et donc, il faut aller vraiment capter chez l'autre ce qui nous manque, quoi, parce que c'est ça qui est intéressant finalement. Rosalie, qu'est-ce que tu penses des étiquettes ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des étiquettes partout, on veut tout étiqueter, on veut tout mettre dans une catégorie, dans une case. Donc quand on parle de plan cul, de sex friend, de situationship... Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, franchement, chacun fait comme il veut. Ça, pour le coup, chacun est libre. On a une belle liberté maintenant et il faut s'en servir. C'est extraordinaire. Après, pour moi, qui suis coach en relation amoureuse, qui ai eu une formation très, je pense, classique sur la connexion émotionnelle, sur le lien amoureux, déjà peut-être d'une vieille école, hein, je sais pas, j'ai que 27 ans, mais parfois j'ai quand même l'impression que je peux être un peu en décalage avec ce que j'entends. Pour moi, le véritable courage, c'est l'engagement. Donc, alors, on peut s'éclater, hein, évidemment. Il le faut d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on est jeune. C'est important de voir d'autres choses. On n'est pas obligé d'être toujours amoureux ou toujours dans une relation hyper sérieuse. Mais pour moi, de s'engager pleinement, c'est déjà... ça demande du travail, mais c'est une trop belle aventure. Comment on sait si on est amoureux ? T'en parlais tout à l'heure, là. Comment on sait si on est amoureux ? Déjà, on passe par l'état amoureux, qui est l'état extraordinaire qu'on rêverait tous de vivre éternellement. Mais ça reste impossible parce qu'on ne pourrait pas travailler, avoir des amis. C'est un état qui nous prend, qui nous angoisse aussi parce qu'on a du mal à dormir, on a du mal à manger, on a tout le temps envie de voir l'autre. On a tout le temps envie de connecter avec l'autre, on a envie de tout raconter de soi, de son passé. On a envie de partager absolument tout. Donc déjà, ça, c'est un bon indicateur. C'est quand on a envie de tout partager avec l'autre. Et une fois que cet état amoureux, il passe, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'amour n'existe plus. Parce qu'ils ont limité l'amour à cet état passionnel. Et comment tu fais la distinction entre donc, l'amour mature et l'amour passionnel ? Parce que du coup, la majorité dit en fait, je l'aime plus. Mais en fait, c'est que ça a duré 3 mois, que c'était les hormones finalement. Ouais. C'est une très très bonne question parce que c'est un peu le problème universel, c'est-à-dire qu'après l'état amoureux, en effet, ça retombe, mais c'est là que le vrai travail de l'amour commence en fait. On va aller se pencher vraiment sur l'autre, sur ses qualités, mais surtout sur ses défauts, sur sa manière de voir le monde, et ça va nous agacer, mais c'est comme ça qu'on apprend à connaître l'autre. Parce que l'état amoureux, c'est pas l'amour véritable. Ça va être un amour qui va être hyper excitant, on a toujours envie d'être avec l'autre, on a toujours envie de le toucher, voilà. Mais cet état amoureux dure entre 6 mois et 3 ans. Donc une fois traversé, il faut se dire, ok, maintenant, on a des bases solides, malgré tout, parce qu'on a capté l'autre et on a partagé plein de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Ok, parfois il est chiant, parfois il range pas, parfois il est bordélique, parfois il est en retard, mais je vais l'accepter comme il est parce que je l'aime. Et de toute façon, si je le quitte, je vais retrouver quelqu'un, je vais me frapper à un état amoureux et après ça va recommencer. Et comment on sait quelles concessions il faut faire ou pas ? Alors là, c'est du coup important d'écouter de verbaliser ses besoins. Et en fait, moi, ce que j'ai des personnes en coaching, c'est beaucoup de personnes qui ont de la dépendance affective ou de l'anxiété relationnelle. Et elles vont avoir du mal à faire la part des choses entre leurs besoins et justement les limites qu'elles peuvent mettre dans la relation. C'est là où c'est important d'être accompagné. D'ailleurs, thérapeute, coach, mais de vraiment comprendre, voilà, est-ce que là, le fait qu'ils ne m'écrivent pas de la journée, c'est un problème ? Ou alors, en fait, ça passe et en fait, il est génial quand on se voit et on passe des super moments. Et donc, il faut faire attention parce que l'anxiété, j'ai beaucoup de personnes en consultation qui ont de l'anxiété relationnelle. Et donc, il y a confusion sur leurs limites, leurs besoins, ce qu'elles peuvent faire. Puis en plus, avec tous les conseils qu'on voit sur TikTok, je suis la première à faire des vidéos sur TikTok, mais il y a aussi des mauvais conseils. Il y a voilà. Et donc, elles me disent, oui, mais moi, j'ai vu ça sur les réseaux. Qu'est-ce que je dois en faire ? Faut faire attention à ce que les copines disent aussi. Parce que c'est hyper important d'avoir un cercle d'amis. Entre femmes, surtout, c'est super. Une sororité, on parle de plein de sujets. Mais attention, il y a aussi des rivalités dans les cercles de copines, parfois. Attention aux copines qui font des transferts sur leur histoire. Donc, vraiment, se protéger un maximum. Ne pas trop écouter, voilà, même sa famille. Essayer de se concentrer sur son amoureux, son amoureuse. Et se dire, bon, j'écris quels sont mes besoins, moi, dans cette relation. Et en fait, finalement,
les besoins, on va dire, primaires, hein, c'est de la fidélité, après on le met où on veut, mais de l'engagement, du respect, de l'amour, de la bienveillance, de l'affection. On a tous envie de ça. Après, on y met ce qu'on veut. Voilà. L'amour, c'est comme un bocal et on y met ce qu'on veut en communiquant avec son partenaire. Et tout à l'heure, on parlait d'engagement et donc de l'état amoureux. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit officialiser une relation ? Il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est quand même... Il n'y a pas vraiment de règles. Pour le coup, on peut officialiser au bout de 10 jours. En fait, tout va aussi dépendre de la personne en face de nous, de son rythme. Il faut pas se précipiter. Ça, c'est quand même un élément essentiel. Il faut y aller tout doux. L'amour, ça prend du temps. Alors, parfois, c'est fulgurant, mais c'est pas toujours bon. Parfois, voilà, il y a le coup de foudre, mais forcément, on tombe de très haut après. Donc, c'est pas toujours très, très positif. Voilà, l'amour qui commence lentement et qui s'installe durablement, ça peut être aussi hyper agréable et paisible aussi, parce qu'on apprend vraiment à connaître l'autre sur le plan émotionnel. Donc, on peut se dire je t'aime au bout de 10 jours comme au bout de 3 mois. Il n'y a pas trop de règles. Après, c'est sûr que si une personne souhaite s'engager et que l'autre lutte, n'a pas forcément envie, évite ce genre de conversation après 3 mois... Voilà, il faut aussi regarder les choses en face. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une plus grande peur de l'engagement ? Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'on a du choix. Parce que... Alors, les applications, moi, c'est super. Moi, je dis à mes clients de se mettre sur les applis. Ah ouais, tu trouves ça super ? Okay. Ouais, franchement. Mais encore une fois, il faut savoir bien les utiliser parce que le problème, c'est que ce que j'entends énormément, c'est... Alors, je suis sur l'appli, j'ai fait un super profil, j'ai des photos top, j'ai des matchs. Mais ça me gonfle en fait. Ouais, le soir, je scrolle. En fait, comme Insta, quoi. Ouais. Je scrolle, oui, non. Ah non, en fait, j'ai pas envie de parler, j'ai la flemme. Oui, mais du coup, en fait, ces personnes-là se fatiguent. Elles s'en rendent pas forcément compte. Et du coup, au bout de 3 mois, elles me disent... Enfin, moi, je suis sur les applis, mais ça fonctionne pas. En fait, il faut être aussi proactif. Alors, je dis pas qu'il faut aller chercher l'amour, mais quand on se met sur une appli, on est quand même dans une dynamique de rencontrer quelqu'un. Pas forcément l'homme de sa vie, mais en tout cas d'être dans une rencontre. Et donc, il faut regarder, il faut envoyer un message, il faut oser. Et c'est là où on manque de courage. Ça, je trouve que ce manque d'engagement, c'est aussi un manque de courage. Il faut oser. On a peur d'être abîmé, on a peur de souffrir. Alors, j'entends bien. Il y a des histoires, évidemment, qui sont effrayantes et où on se dit, oh là là, plus jamais. Mais si on n'ose pas, on fait plus rien. Et tu penses qu'on s'investit pas assez dans les applis de rencontre parce qu'en fait on veut que la dopamine instantanée d'être match ou de matcher et en fait on n'investit pas dans les conversations ou à vraiment connaître la personne et à la prendre comme une potentielle personne avec qui on pourrait avoir un futur ? Ouais, mais c'est exactement ça. Enfin, ah non mais là il a un sourcil trop bizarre, là il a abîmé des chaussures, c'est pas possible. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là où les applis, il y a un peu leurs limites, parce que évidemment, on s'arrête sur les photos. C'est un peu la première chose qu'on voit. C'est le passeport. Et c'est sûr que c'est plus facile pour les gens qui vont être beaux pour la société. Mais l'amour, c'est tellement plus que ça. Et heureusement qu'une paire de baskets et qu'un sourcil un peu chelou. Donc, il faut aller... Alors, il faut voir, du coup, si déjà la personne, elle souhaite une relation sérieuse. Voilà, déjà, première chose. Moi, j'ai des clientes qui me disent, alors oui, j'ai matché, mais lui, il a marqué qu'il voulait juste une relation légère. Oui. Du coup, déjà, ça bloque, quoi. Tu vas pas le convaincre que toi, t'es une super nana. Non, on n'est pas là pour convaincre les gens. On est là pour se rencontrer. Et se rencontrer, c'est déjà, on va dire, avoir les mêmes valeurs, vouloir aller dans la même direction, et puis après voir. Est-ce que tu trouves que les applis, c'est vraiment un terrain fertile pour une relation sérieuse ? Oui. 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 Mais encore une fois, il faut y aller de manière un peu sérieuse, quoi. Si on se dit, non, mais là, ça, je vais la matcher, puis on verra, puis je lui écris, puis après je la ghost. Rosalie, pourquoi est-ce que tu penses que les personnes fuient quand ça devient sérieux ? Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Mais on voit beaucoup de cas quand même. Parce qu'il faut du courage pour s'engager, il faut accepter les défauts de l'autre. Donc les gens sont lâches. En fait, vu qu'on a beaucoup de choix aussi, alors ce que j'entends régulièrement, c'est oui, mais il y a peut-être mieux ailleurs. Et on me regarde comme ça, on me dit oui, mais peut-être que... Alors oui, bien sûr, il y aura sûrement plus beau, plus intelligent, sûrement plus drôle, mais l'amour, c'est un choix. Je vais m'épancher vraiment sur l'autre pour aller apprendre à le connaître. Et même dans la difficulté, même dans les moments de doute, je vais continuer à être avec cette personne. Alors oui, de regarder ce qui se passe ailleurs, c'est humain, hein, mais par contre, de vraiment se dire je me concentre sur une seule personne, même 5 ans, même 10 ans, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu penses des relations à distance? Est-ce que c'est voué à l'échec ou pas? Bah, franchement, j'en ai vécu une pendant 6 ans. Donc, Oh waouh, ok. franchement, Donc t'es super légitime pour notre ouais, là Vas-y, vraiment, dis-moi. pour le coup, bravo. Bah non, 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 non. Alors, quand on est à distance, il y a des règles, on va dire, à mettre en place, des règles qui peuvent convenir aux deux, hein. Il n'y a pas une liste de règles, mais c'est qu'est-ce que dans cette relation, sur quoi on va communiquer, quels sont les sujets importants, quels vont être le rythme des appels, hein, des messages, quel va être le rythme de quand on va se voir. Donc non, c'est pas du tout voué à l'échec, mais par contre, il faut surcommuniquer, il faut s'écouter, il faut aller comprendre l'autre, il faut être hyper empathique parce que l'autre a besoin peut-être de plus de messages, de plus d'appels. L'autre est peut-être plus fêtard, donc il faut lui laisser sa liberté aussi. Un couple heureux, c'est un couple qui se sent libre, ça c'est hyper important. Et donc non, après il faut aussi que les deux soient, évidemment, qu'on ait confiance et qu'on... Oui, non, c'est pas du tout... Oui, bah, moi ça a fonctionné et voilà, la rupture n'a pas été à cause de la distance. Mais il faut savoir communiquer et justement la distance se rapproche. Quand les deux sont sur la même longueur d'onde, justement. Quand les retrouvailles, évidemment, sont très belles, mais ça soude. Tu parles beaucoup de style d'attachement, notamment sur les réseaux, dans les vidéos que tu fais. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience de notre style d'attachement? Est-ce qu'on peut le changer? Comment ça se passe? Alors, on en prend conscience avec l'autre. D'où aussi tout l'importance de ce lien amoureux. C'est-à-dire que quand on est célibataire, généralement, tout va bien. Voilà, on rencontre des personnes, c'est léger, on est avec nos copines, on vit sa vie, on a nos projets, c'est super. Mais par contre, quand on commence à tomber amoureux ou alors quand on commence à développer des sentiments pour quelqu'un, c'est là, du coup, que l'anxiété relationnelle peut arriver, que la dépendance affective ressurgit. Donc, généralement, c'est grâce à l'autre, encore une fois, le miroir, grâce à l'autre qu'on voit notre style d'attachement. Et alors, pour s'en sortir, ou en tout cas s'en détacher, je pense que c'est prendre conscience de sa valeur. C'est réaliser à quel point on a de la valeur sans l'autre aussi. C'est parce que généralement, les styles d'attachement, c'est un peu toujours ça le problème commun, c'est manque d'estime. Je manque d'estime, donc ma valeur va dépendre du message de l'autre, va dépendre de sa manière dont il me regarde. Tout va graviter autour de l'autre, alors qu'en fait, on est des individus à part entière. Et on a plein de belles valeurs, on est une merveille à nous tout seuls, on est unique. Donc l'autre, il vient dans notre univers et c'est extraordinaire. Mais il faut pas, nous, on n'a pas à graviter autour de l'autre. L'amour, c'est 1 + 1 est égal à 3, quoi. Donc c'est ça. Il ne faut pas fusionner et il ne faut surtout pas que notre valeur dépende du regard de l'autre. Comment on prend conscience de notre valeur? Bah ça, c'est du boulot, pour le coup. Soit une bonne thérapie, soit du coaching. Et pour le coup, moi, les personnes que j'ai en consultation, il y en a pas mal qui sont dans ce cas-là. Et donc, en fait, l'autre, on va aller lui montrer que ce qu'il fait, c'est bien, qu'il y a plein de belles choses en dehors de son partenaire qu'il a réussi à construire. C'est des amitiés, du travail, et même notre essence, finalement. On en oublie, on a l'impression de se dire, oui, je suis un peu prétentieux, d'être égoïste, de dire que je suis, je sais pas, que je suis gentille, que je suis à l'écoute avec mes copines. Non, il faut se le dire, il faut en prendre conscience, il faut s'entourer aussi de personnes bienveillantes. Ça aussi, j'entends beaucoup de personnes me dire, ouais, telle copine, elle m'a un peu cassée, là, elle a été un peu dure avec moi. En fait, on est notre entourage, on est ce qu'on mange, on est ce qu'on écoute, on est ce qu'on voit. Donc, il faut aussi savoir faire du tri et s'entourer de choses. Si on a envie d'une vie douce, il faut savoir aussi s'entourer de personnes douces et gentilles avec soi. Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est dans un schéma toxique dans une relation? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui est bloquées dans ce schéma et qui, en fait, quand elles sont dans la relation, elles le perçoivent même pas. Le corps parle. Alors quand vraiment, voilà, quand des personnes qui peuvent être en dépendance affective, souvent mettent un peu leur cerveau en sourdine pour justement juste être avec l'autre, hein, et être accepté par l'autre, quels que soient ses comportements. Donc le corps va souvent parler, hein, surtout quand on est une femme. Voilà, en termes d'hormones, en termes de cycle, voilà, de l'urticaire, je sais pas, ça peut être de la perte de cheveux. Voilà, tout ça, il faut s'écouter. Le corps parle avant la tête, hein. Donc il faut savoir
écouter, voilà, parce que voilà, une personne qui est en dépendance affective va avoir du mal à se dire, bah là, c'est un peu limite ce qu'il a fait, peut-être que je devrais lui en parler. Donc, le corps, et quand on a un entourage sain et bienveillant, on peut aussi un petit peu, voilà, écouter ce qu'on... Toujours avec beaucoup de recul quand même, mais voilà, il faut savoir écouter, ouais, peut-être des personnes qui nous entourent, qui nous disent peut-être que là, c'est pas très sympa. Est-ce que tu saurais dire c'est des patterns qui se répètent dans des relations toxiques? Par exemple, en général, quand il se passe ça, ou quand la personne dit ça, ou quand tu te sens comme ça, ça prédit une relation qui est quand même assez nocive pour la personne. Oui, bah oui, il y a quand même des phrases un peu sanglantes. Dis-moi. Si t'étais plus mince, je t'aimerais davantage. Tu seras... jamais tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme moi. Des remarques sur le physique, des remarques sur le caractère. Ça, c'est des éléments à prendre en compte quand même. Il faut y faire attention. Donc, ouais, il y a des petites phrases. Là, j'en ai pas d'autres, mais il y en a plein. Tu penses qu'on utilise trop le terme pervers narcissique ou pas? Oui. C'est quoi un pervers narcissique? Un pervers narcissique, c'est une personne qui va justement avoir une estime d'elle-même à moins 1000. Et donc, elle va aller chercher des personnes qui ont une fragilité pour justement, elle, se renarcissiser. Sauf que cette renarcissisation, elle se passe par du coup de la violence verbale, parfois physique. Ça va être des personnes qui vont écraser l'autre pour exister. Donc, c'est une pathologie dramatique et malheureusement qui fait bien des dégâts. Moi, j'ai des personnes, du coup, des anciennes, des personnes qui ont été avec des pervers narcissiques. C'est difficile de s'en sortir. Après, quand elles en sortent abîmées, avec justement une mauvaise estime d'elles-mêmes. Et là, il va falloir voilà, justement rebooster ces personnes sur le plan narcissique pour qu'elles retrouvent toute leur lumière. Parce que ces personnes-là, elles bousillent, quoi. Donc oui, on l'utilise peut-être un peu trop parce que on va se dire, ah là, cette personne, elle a été un peu cassante, hein, mais c'est un pervers narcissique. Voilà, il faut quand même faire attention. Mais il y en a quand même beaucoup, hein. Comment est-ce que tu gères la peur de l'abandon? Parce qu'on parlait de l'état amoureux, on parlait de l'état passionnel, et en fait, j'ai l'impression qu'on est toujours dans cet état de j'ai trop peur qu'ils partent, ou comment est-ce qu'on peut se rassurer? D'où ça vient? Est-ce que ça vient aussi d'une piètre estime de soi, ou est-ce que ça fait partie de l'état amoureux aussi? Quand bien même tu pourrais avoir énormément confiance en toi, comment est-ce que tu fais? En fait, ce qu'il faut comprendre et ce qu'on oublie vraiment de nous dire, je trouve, c'est que quand on est amoureux, on est forcément un peu dépendant. Parce que on attend de l'autre de l'amour, de l'affection, un regard, une parole, un geste, parce qu'on l'aime. De toute façon, donner son cœur à quelqu'un, c'est aussi prendre le risque de se faire, de souffrir, de se faire quitter, d'avoir le cœur brisé. Mais comme je te le disais, c'est un peu le plus beau risque. Donc, il faut avoir le courage aussi d'y aller. Être amoureux, c'est donc être dans le lien. Donc forcément un peu attendre de l'autre de l'amour, de l'affection. Et après, on gère cette peur de l'abandon quand on connaît sa valeur. Quand on connaît sa valeur, quand on connaît ses besoins, quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on vaut, si l'autre ne répond pas à nos besoins, normalement, on n'a pas de difficulté à lui dire de partir. Parce que le plus important, finalement, c'est aussi nous. Tout à l'heure, Rosalie, tu disais qu'il faut avoir beaucoup de courage, notamment pour être en couple, pour officialiser, mais même dans une relation, parce que c'est aussi donner son cœur, c'est donner sa vulnérabilité, c'est vraiment s'ouvrir. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peur de souffrir par amour? Franchement, mais j'en ai plein en plus. Mais même dans mon entourage, hein. Je dirais que c'est la plus belle aventure d'une vie, parce que être seule, il y a des avantages, hein. Personne nous emmerde. On a notre petit appartement qui est rangé comme on veut, on mange à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et oui, il y a une liberté, mais je trouve c'est une fausse liberté aussi, parce qu'on éteint une partie de nous. On est des êtres de lien, on est des êtres sociaux, donc c'est grâce à nos copines, grâce à notre famille, grâce à notre mec ou notre copine qu'on grandit. Parce que c'est grâce au regard de l'autre, à son éducation, à sa vision sur la vie, le monde, la politique, l'histoire, l'art, qu'on grandit. C'est super d'être bien avec soi-même, mais
d'aller voir chez l'autre une autre vision, c'est aussi élargir la mienne. C'est en fait l'amour, c'est un élastique et grâce à l'autre, je vais stretcher ma personnalité, je vais élargir ma vision de la vie. Et c'est comme ça qu'on grandit. Franchement, c'est un peu triste de se dire je nais comme ça, dans une famille comme ça, j'ai des potes, ils viennent du même milieu, et donc et je vais faire un job comme mes parents, et donc du coup, toute ma vie, je vais être dans les mêmes pensées, les mêmes opinions. Bah non, c'est dommage. Alors il y en a, hein, mais quel dommage. Il faut aller s'ouvrir à la différence. Donc en fait, il faudrait se permettre d'avoir un attachement à l'autre. Parce qu'il y a aussi beaucoup une trend ou alors je sais pas une philosophie de vie qui est d'ailleurs plutôt stoïque où en fait tu vas dire bah, je suis détaché de tout et tout le monde et de toute situation et en fait c'est un magnifique bouclier parce que du coup tu ne souffres pas si tu n'es attaché à rien parce qu'à chaque fois tu vas perdre quelque chose, à chaque fois que quelque chose ne va pas aller dans ton sens bah, tu dis bah en fait c'est pas grave parce que j'en suis détaché. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de pratiquer le détachement dans une relation parce que comme ça tu souffres moins, tu as moins de dépendance émotionnelle et en même temps c'est aussi moins humain parce qu'une relation amoureuse principalement c'est aussi de l'attachement. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors évidemment que non, de se mettre dans ces dynamiques-là, c'est pas la solution. Même si on a souffert, c'est pas une solution de se dire j'aime mais à moitié, je me mets dans cette relation mais un peu à distance. La vraie aventure amoureuse, c'est de se lancer pleinement les deux pieds dans l'aventure de l'amour. C'est comme ça qu'on grandit. Si on y va à tâtons et qu'on s'y plonge qu'à moitié, on n'a pas les bénéfices de l'amour, c'est-à-dire se transformer, vivre avec l'autre des sensations de dingue, des émotions folles, des projets à deux. Il faut savoir se lancer, pas avec tout le monde. C'est là en fait où il y a confusion. C'est qu'en fait on entend des conseils de personnes qui ont souffert parce qu'elles sont tombées sur des personnes mal intentionnées, des personnes toxiques, qui n'avaient pas réglé des choses. Donc oui, c'est sûr qu'il ne faut pas se lancer dans l'aventure amoureuse avec des gens pas stables sur le plan émotionnel, qui manquent de maturité, d'où l'importance de se faire suivre en thérapie ou avec un coach. Il faut grandir sur le plan émotionnel, mais quand on a des bases un peu solides, quand on a envie de quelque chose de sérieux, même si on est imparfait, même si on a des choses encore à régler, parce qu'on ne règle jamais nos névroses à 100%, mais en fait, il faut se lancer, il faut y aller, bien sûr. Comment, alors il y a toujours une question qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'on sait vraiment et que c'est pas la peur de la solitude et que c'est pas le simple fait que la personne nous met dans un état de confort parce que c'est ce qu'on connaît en fait depuis notre enfance avec nos parents, tous les schémas émotionnels, qu'ils soient toxiques ou qu'ils soient sains. Comment est-ce qu'on sait si c'est vraiment de l'amour et que c'est pas toutes ces peurs, toutes ces insécurités ou un lieu sûr qu'on retrouve de la personne, même si la personne peut être inconfortable, in fine. Mais ça, c'est quand même un peu la question universelle, quoi. C'est-à-dire, est-ce que l'autre vient combler ce manque existentiel ou est-ce que j'aime l'autre pour sa personnalité ? Donc, soit on le sent, et en vrai, on a quand même tous une intuition qu'on met souvent en sourdine, hein, parce qu'on n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas envie voilà, on se dit, c'est peut-être un peu effrayant. Donc, encore une fois, savoir s'écouter, mais pour savoir s'écouter, il faut connaître aussi sa valeur et apprendre à se connaître, c'est important, sans l'autre, sans son regard. Et après, je dirais que il faut savoir se faire accompagner. Après, il y a peut-être des petites choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Si l'autre, il est en déplacement pendant 3 jours et que crise de larmes, crise de nerfs, parce que pas trop de nouvelles ou parce qu'il est loin physiquement, voilà, je parle d'une relation d'adulte, mature, ça sent pas forcément bon, quoi. Encore une fois, un couple qui fonctionne, c'est un couple qui se sent libre. Donc, l'autre, il faut qu'il ait sa vie, il faut qu'il ait ses potes, ses activités. S'il veut partir en voyage, il part en voyage avec ses amis. Parce que la fusion, c'est pas la relation idéale, hein, pas du tout. Jusqu'à quand est-ce qu'on sait qu'on doit se battre ? Je pense que jusqu'à ce que le corps aussi, encore une fois, il y a cette histoire de corps où il faut s'écouter. Quand on est fatigué, quand on est peut-être un peu usé, qu'on a essayé des choses, voilà. Qu'on a tenté de communiquer d'une autre manière, qu'on a tenté d'autres façons de s'aimer, qu'on a peut-être essayé des thérapies, qu'on a essayé de faire intervenir une troisième personne en termes de coaching, de thérapie, pour nous aider à voir l'amour autrement. Voilà, si on fatigue, il faut peut-être partir, quoi. Voilà.
Je crois que la question principale que je me pose toujours vis-à-vis des relations amoureuses et vis-à-vis de l'autre aussi, c'est comment est-ce que je trouve la limite entre l'authenticité et le kairos, c'est-à-dire le bon moment. Parce que chaque chose a son temps, mais comment est-ce que je sais si... Ah bah là j'ai besoin par exemple au bout de 10 jours de lui dire je t'aime parce que... Ou alors un autre truc, hein, mais qui peut paraître... Ah en fait je vais trop vite et en même temps le bon moment de faire les choses. Comment est-ce qu'on fait la balance? Ouais. Alors en fait au début des relations, c'est très fragile. Il faut vraiment se dire, même si on est très emballé, même si c'est une évidence et qu'on ressent que l'autre ressent la même chose, il faut quand même y aller tout doux parce qu'un amour solide, ça se construit. Même si on a l'impression que vraiment l'autre c'est une évidence, il faut quand même y aller à tâtons. Et après il y a des codes du coup que nous on apprend en coaching, en formation. Au début, il faut savoir prendre le temps, même si on a envie de dire à l'autre je t'aime, il faut quand même prendre un peu de temps. Parce qu'il faut qu'il y ait du désir encore, il faut qu'il y ait du mystère. Donc nous en coaching on appelle ça le FAMA, fantasme, attente, mystère, manque, angoisse. Donc c'est ce qu'on doit un peu mettre en place au début pour qu'il y ait toujours cette attraction. Alors oui, l'autre c'est une évidence, mais gardons en tête qu'il y a 3 semaines on ne le connaissait pas et qu'il peut peut-être partir du jour au lendemain. Donc toujours garder un peu cette posture. Alors c'est pas mettre 4 jours à répondre ou le rendre jaloux, mais je suis là, je t'apprécie énormément, mais j'ai aussi ma vie et on va pas se voir tous les jours, on va prendre le temps. Donc parfois mettre un peu le holà aussi, oser mettre le holà. Y a souvent des hommes qui s'emballent au début, je le vois très très bien en coaching parce qu'ils se disent, là ils sont dans la conquête, donc ils se disent, oulala celle-ci là j'ai envie de l'avoir près de moi, elle me plaît, elle est super, tout ça. Mais nous en tant que femmes on peut aussi, on n'est pas drivé par l'homme. C'est pas parce que l'homme s'emballe qu'on doit aussi autant s'emballer, prendre le temps de connaître l'autre. Parce que oui, au début, on va le trouver très beau, extraordinaire, hyper intelligent, hyper sexy. Mais essayer d'apprendre à le connaître dans des situations, avec ses amis, avec sa famille, voilà, prendre le temps. Quel est le conseil que tu donnerais à la Rosalie de 18-20 ans aujourd'hui? Qu'elle aura la vie dont elle a toujours rêvé. Ouais, franchement, ouais. Et donc pour aller sur ce terrain-là, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? C'est fou parce que quand j'étais plus jeune, quand je vivais encore chez mes parents à Avignon, il y avait un livre dans ma maison qui traînait toujours, un livre de mon père. Qui aime beaucoup lire sur la philosophie, sur le courage, tout ça. Et c'était Trembler mais oser. Et je le voyais toujours, il traînait dans les toilettes, à côté de la cheminée, dans la cuisine. Vraiment, il se baladait dans la maison. Mais pendant des années, j'ai vu ce livre. Et inconsciemment, je suis persuadée que ça m'a drivé toute ma vingtaine, on va dire, parce que voilà, j'ai que 27 ans. Hein, mais Trembler mais oser, ouais, franchement, c'est ça. J'ai écouté mon cœur, quoi, tout le temps. J'adore. Merci beaucoup, Rosalie. Et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.